Salut les goats, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à la française et aujourd'hui je ne suis pas tout seul, je suis avec Tim. Salut Tim. Salut Yorick, salut les goths. Et aujourd'hui on a un invité spécial, on a Seb de la chaîne Ben Cycling. Salut Seb, comment vas-tu? Salut les gars, salut à tous. Bah ça va hein, quand on voit les deux Paris-Roubaix qu'on a eu, franchement ça peut que bien aller quoi. Eh ouais, c'était un bon week-end de course entre l'Itzulia qui s'est terminé et puis le dernier monument flandrien avec Paris-Roubaix. Donc pour cette vidéo, on va commencer notamment par le débrief de ces deux courses, à savoir d'abord les femmes puis les hommes. Et enfin, bon, on terminera cette petite vidéo par l'Itzulia. Donc du coup, on va commencer rapidement avec le Paris-Roubaix des femmes, qui a été remporté par notre Française, Pauline Ferrand-Prévot, qui a très bien anticipé de loin. Franchement, c'était un très beau move de sa part. Et vous, du coup, les gars, vous avez pensé quoi de ce Paris-Roubaix femmes cette année qui, pour une fois, a souri aux Françaises? Ah, franchement, je sais pas si vous avez le même avis que moi, mais je l'ai trouvé assez spectaculaire, hein, et une Pauline Prévenfero qui était vraiment extraordinaire, hein. Et bon, on a beaucoup parlé, mais avec des stratégies de la SD Works Pro Time qui étaient un peu spéciales. Mais donc, ouais, c'était quand même une édition assez folle. Et donc, qui s'est bien passé pour Pauline Prévenfero. Donc, personnellement, j'étais content. Mais en fait tu te dis, elle stresse jamais quoi. Enfin, on se rappelle d'Estrade où elle chute et elle revient. Et là pareil, enfin, elle chute quand même à un moment stratégique à l'entrée de Auchy-les-Orchies à Bercé, qui est quand même un secteur très difficile. Et elle revient tranquillement alors que tu as l'impression que devant SD Works, enfin, ils font un peu n'importe quoi. Ils sortent à Mm. deux. Et l'Ote, elle fait que attaquer, ce qui la fatigue en plus. Et Vibus en plus derrière qui fait pour rentrer, et ben ça fatigue. Du coup, on a vu à la fin qu'il y en avait aucune des deux qui avait les jambes, quoi. Ouais, clairement, c'était incroyable. Franchement, c'est vrai que, comme tu l'as bien dit, Tim, la stratégie SD Works, quand tu vois que les deux plus grosses écuries, que ce soit chez les hommes et chez les femmes, sont pas très bons tactiquement, c'est quand même assez impressionnant. J'avoue que moi, c'est pareil, j'ai pas compris pourquoi Lotte, un coup elle relaie, mais on sait pas trop, puis elle revient dans le rang, puis en fait, au final, elle sacrifie quand Pauline Ferrand-Prévot, elle a 1 minute d'avance. Donc en tout cas, l'équipe s'est très très bien enterrée. Bon, après, j'ai envie de te dire, c'est dans la continuité de l'an passé. Mais très très content pour Pauline Ferrand-Prévot, tu l'as bien dit Seb, elle a eu quand même pas mal de poisse avec cette chute au pire moment. Elle réussit à revenir, elle anticipe bien de loin. Il y a quand même eu un gros boulot aussi derrière de Marianne Vos qui a été excellente pour faire le marquage un peu individuel sur le groupe des favorites derrière, qui a été très précieux. Et mine de rien, elle fait deuxième du round là, Pauline, avant de gagner Roubaix. Donc on est quand même sur une sacrée campagne flandrienne. En tout cas, du point de vue des monuments, c'est quand même assez énorme. Et c'est quand même très beau vis-à-vis de. En fait, vu que c'est son retour sur la route quand même, hein. C'est vraiment Alors, incroyable. à noter pour la petite stat qui est un peu intéressante, l'année où Van Barle fait 2 du Ronde, il gagne Roubaix. Et Pauline, quand elle fait 2 du Ronde, elle gagne Roubaix aussi. Pas mal la stat. Ah ouais. Franchement, c'est bien à savoir. Et ouais, franchement, ce que je trouve intéressant sur cette édition, c'est que personnellement, sur le papier, je m'attendais un peu à une équipe SD Works Pro Time un peu supérieure à la Visma. Alors ça allait être serré, mais moi je voyais, ouais, presque SD Works un peu supérieur. Et au final, on a vu que c'est plus Visma qui n'a pas eu de chance en début de course, mais au final, c'est eux qui font la meilleure course. Donc voilà, on veut dire qu'il y a eu, en plus de la différence physique où Pauline Préenferro vraiment été très forte, il y a eu une différence de stratégie qui était quand même assez marquante. Du moment où tu as les deux meilleures coureuses du peloton féminin un peu dans ton équipe, c'est sûr que tu es en tête d'affiche. Enfin, clairement, tu dois pas te gourer. Et hier, enfin, en fait, on savait pas sur quel tableau du tout elle jouait. Enfin, on a compris à un certain moment que c'était vraiment tout pour Vibus, mais sauf que à force d'attaquer, ils ont complètement cramé Vibus, quoi. Ouais, c'est ça, je trouvais que c'était un peu un côté bizarre. On avait l'impression qu'ils avaient dit, bon, c'est pour Vibos, mais Kopecky, il avait une façon un peu bizarre de rouler. On n'avait pas l'impression qu'elle essayait de mettre un tempo rapide, constant, pour essayer de reprendre du temps, mais que c'était plus un essai de faire des changements de rythme rapides.
j'ai trouvé un peu la stratégie étrange. C'était compliqué à comprendre. Ouais, clairement. En plus, quand tu vois vraiment l'équipe qui est alignée, il y a quand même de la sacrée qualité. Tu avais quand même Blancavas, Martalar également qui était présente. C'est clair que si tu jongles à chaque fois entre les deux, en fait, c'est assez problématique. Puisque évidemment, Vibs, c'est la meilleure sprinteuse au monde et il y a vraiment quasiment personne pour la concurrencer. Donc c'est sûr que bon, se dire, bon, on va faire le tempo jusqu'à l'arrivée, on va essayer de faire en sorte qu'elle arrive dans les meilleures conditions et elle gagne. Ça s'entend, mais c'est sûr que quand tu as aussi Kopecky dans l'équipe, c'est dur de dire à Kopecky, bon, en fait, aujourd'hui, tu joues pas, tu vas juste te sacrifier pour vivre. Donc, c'est clair que c'est assez surprenant, quand même, cette stratégie de leur part. Et en plus, c'est pas. Bon, elles étaient les plus fortes derrière, c'est qu'on a vu directement derrière, par exemple, dans le petit faux plat où Elishabé attaque, les deux, elles sont complètement cramées, quoi. Enfin, t'as Kopecky qui vient de taper un relais de 10-15 km pour essayer de revenir, mais ça revient pas. Et derrière, t'as Vibs qui essaie de suivre un peu, mais qui, au bout de 100 mètres, elle explose, quoi. Elle peut pas suivre, elle se retrouve tractée par les autres, quoi. Donc c'était vraiment une disaster class de leur part de tout au Ouais, long de la Après, course. Donc bon. Après, je pense que la Works a pris un coup aussi, c'est que bah, après le secteur de Sarre-et-Rosière, bah, elle se retrouve qu'à deux en fait devant. Mm, Il n'y a plus personne. Il n'y a plus que Vebus et Kopecky. Alors que tu prends par exemple la Lidl Trek, tu avais Van Dyke qui était devant et derrière tu avais encore Balsamo, tu avais Northgard qui était encore là. mm. Chez Visma, ils étaient encore trois bah, avec Ferrand Prévost et Voss et l'autre, je ne sais plus forcément comment elle s'appelle. Sophie Van Berswords, pardon Ouais, pour la c'est ça. prononciation. Du coup, bah, elles se disent, bah, qu'est-ce qu'on fait quoi? Et je pense que c'est un peu sur la panique, voilà, ils ont un peu joué comme ça, mais c'était pas forcément le meilleur truc à faire, je pense. ouais, c'est sûr. Moi, d'ailleurs, il y a une autre course, une autre équipe où je pense quand même qu'on peut mettre une bonne note si on notait les équipes. Donc, bah, comme on l'a dit, on pouvait quand même vraiment attendre Visma et SD Works assez naturellement. Mais quand même, la IF qui réussit à placer deux coureurs dans le top 5 avec un Mm. podium. Bon, je savais qu'ils étaient forts. Effectivement, je m'attendais à ce qu'ils aient au moins un coureur dans le top 10. Mais deux coureurs dans le top 5 et un podium, je trouve que c'est quand même une belle réussite. Bah, puis l'anticipation de Borghesi sur le sprint, elle est très bien parce que bah, de toute façon, elle sait très bien que face à Vibus et à Voss, elle a aucune chance, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est ça. C'est franchement l'équipe IF. Je trouvais qu'on avait un peu l'impression ils savaient qu'ils étaient un cran en dessous en termes de niveau, mais qu'ils l'ont joué à la perfection en fonction de leur niveau. Donc pour moi, c'est vraiment mérité ce double top 5. C'est Mm. Ouais, on peut mettre aussi un petit point, enfin, pour pas dire négatif, mais un peu mal payé de la Lidl Trek qui a fait un peu une course offensive. Et aujourd'hui, enfin, sur le résultat, c'est que récompensé par la neuvième place de Balsamo, même si je pense que avoir Van Dyke attaqué comme ça et Northgard attaqué comme ça, je pense que Balsamo, elle avait pas forcément les jambes pour dire de s'imposer sur le Vélodrome samedi. Ouais, ouais, c'est clairement. sûr. Il y a Canyon aussi qu'on a vu un peu vers la fin avec notamment Zoé Beckstedt qui s'est sacrifié pour Consony avec Dygert qui a aussi un peu roulé. Bon, Dygert fait 8ème, Consony 10ème, donc peut-être ça aurait pu être différent pour les deux, mais bon, globalement, elles étaient aussi un peu en surnombre sur la fin. Ouais, Mais tu comprends pas. Moi, j'ai pas forcément compris hmm, pourquoi il n'y a pas eu une canyon qui a sauté dans la roue de Pauline au moment où elle attaque. ouais, Après, c'est peut-être un manque de jambes, parce que tu dis elles étaient quand même trois, et que pourquoi elles ont pas roulé avant alors que tu avais directement Yelena Eric qui a roulé hmm. pour la Movistar, mais elle en avait déjà fait énormément, quoi. Ouais, bah peut-être sûrement la peur un peu aussi de d'amener entre guillemets Vibs sur Ouais, c'est ça. un plateau d'argent. Vraiment, tu l'emmènes parfaitement, ça fait un peu peur pour. Je comprends aussi que que ça collabore pas forcément, mais c'est clair que c'est dommage, ça aurait pu suivre quand même Pauline, Oui, mais non on mais va pas oui. s'en plaindre. Non, mais en vrai, c'est sûr, on va pas s'en plaindre. Et moi, j'ai bien aimé aussi l'interview juste après course de Pauline, Hmm. qui lui dit si on lui dit bah, c'est pour son premier Roubaix et qu'elle dit ça sera peut-être le dernier quoi. Ah ouais, bah, clairement, c'est une course tellement particulière. Et en plus de base, on se dit pas, c'est pas comme au round où voilà, il y a quand même des enchaînements de cols, etc., où ça colle mieux à ses capacités. Là, c'est quand même tout plat. On se dit qu'il faut quand même un peu plus de puissance, de points, entre guillemets. Et derrière, la manière dont elle va le chercher, quand même, c'est vraiment magnifique, en tout cas.
Mais après, on savait qu'elle avait la technique. Ouais, ouais, ça c'est sûr. Avec son passé de cyclocross et de VTT, surtout de VTT, on savait qu'elle avait la technique. Après, on savait pas. On savait que si elle arrivait dans le vélodrome, fallait qu'elle arrive soit toute seule, soit avec un Mmh, petit groupe, avec des sprinteuses moins rapides qu'elle. Si elle arrivait avec Vibus, Kopecky, c'était mort. ouais. Et là, bah, enfin, on va dire que c'était la course parfaite pour elle, alors qu'on va dire qu'elle était malade en plus. Enfin, elle disait que le matin, elle était même pas sûre d'être au départ. Mmh. Franchement, j'aimerais bien être malade un Et peu comme ça aussi. et moi, j'ai une question pour vous, parce que franchement, Pauline, je l'attendais à un bon niveau. Après, moi, personnellement, je pensais pas du tout qu'elle allait gagner. Je me disais, un top 5, ce serait déjà, très bien. Podium, ce serait, vraiment pas mal. Mais donc, vous, est-ce que vous étiez un peu dans le même cas que moi ou vous attendiez peut-être, plus? M moi, je Enfin, m'attendais à moi, je m'attendais pas du tout à la victoire. Moi, j'avais dit, Pareil. Pauline peut gagner les Flandres, mais Roubaix, c'est compliqué. Faut qu'elle arrive toute seule et pour moi, je voyais comme enfin, moi, perso, ma favorite, c'était Vibus. Mmh. Je voyais pas du tout ce scénario. Après, tant mieux, on va dire. oui, Ouais, oui, et je suis même d'accord, il y avait Vos dans l'équipe aussi, donc tu te dis: «Ah ouais, bon, s'il y a Vos qui est là, ça va sûrement aussi jouer sa carte». Moi, en vrai, un petit top 10, top 15, je pense que c'était, ce qu'on pouvait attendre au départ, mais c'est clair que de voir, Pauline, sur la première marche du podium, c'est pas du tout ce à quoi je pensais, le matin même, avant le départ de la course. ouais, bah, moi franchement, comme je l'ai dit, c'est pareil. Si on m'avait déjà dit avant la course, Pauline podium, j'aurais, tout de suite dit, bah, ce serait parfait. Mais donc la victoire franchement, c'est quelque chose dont on s'attendait vraiment pas et qui rajoute, en quelque chose d'encore plus beau au fait qu'elle gagne. Ouais, et pour finir, rapidement sur les femmes, voilà, faut dire aussi que c'est la première vainqueur, que ce soit hommes et femmes confondus, de Paris-Roubaix pour la France depuis Fred Guédon en 1997. C'est dire un peu la disette qu'on a. Et il faut se dire aussi, c'est enfin, on peut être heureux qu'une Française gagne Roubaix après, 5 ans seulement d'édition. Ouais. C'est vraiment beau. Puis après, je pense pas qu'on s'attendait forcément à Pauline pour gagner tout de suite Roubaix en française. Mmh. Moi, je m'attendais à d'autres noms. Mais là, enfin voilà, maintenant on a hâte de voir, ce que ça peut donner déjà sur les Ardennaises. Parce qu'il faut savoir elle était même pas prévue de base sur les Flandriennes, c'est vraiment son Ouais. équipe qui a dit, «Bah, ça te dit?» Elle a dit: «Bah, vas-y, let's go» et enfin, on va dire que son objectif, concret, c'est le Tour de France et maintenant ça va être hâte de voir quand elle sera à 100 sur le Tour, si elle va réussir à rivaliser avec des Longo Borghini, des Vollering et des, Niewiadoma sur les pentes, quoi. Ouais, ça va être tout ça l'intérêt de la suite de la saison. On va pouvoir passer aux hommes. Alors, juste avant de parler des hommes, moi je vais quand même passer un petit coup de gueule. Il y a eu, je sais pas si vous avez suivi, mais il y a eu des punaises qui ont été déposées sur le secteur de Pont-Gibu par bah, des personnes malveillantes. Et après, je sais pas si vous avez vu aussi, mais il y a un mec qui a lancé un bidon sur Van Der Poel alors qu'il était en plein effort sur un secteur pavé. Moi, je trouve ça quand Mais même lui, vachement chiant. C'est pas la première fois en plus pour Van Der Poel, je crois il y a 2 ou 3 ans, c'est pareil, il y avait eu un truc comme ça, Ouais, une casquette qui non, lui avait été lancée au niveau des ouais, rayons. oui. ouais, Et voilà, on peut on se est rappeler, de la personne qui a craché également dessus sur le 3. ouais, voilà, Enfin, Oui, au bout d'un moment, enfin, moi je le vis en tant que passionné. Faut pas s'en prendre au coureur. Alors oui, il y en a qui sont extrêmement forts, il y en a qui dépassent le lot de tout le monde, mais respectez en fait, enfin, ils font leur travail, enfin, vous aimerez pas qu'on aille sur votre travail et qu'on vous crache dessus, qu'on vous balance quelque chose. Enfin, au bout d'un moment, faut respecter les coureurs, enfin, c'est des humains aussi derrière, quoi. et c'est surtout une grosse mise en mais danger, enfin, parce que là, par rapport aux punaises, tu si on les repère pas, le nombre de crevaisons et si t'as des mecs qui chutent dessus et cetera, c'est super dangereux et c'est pas, des petits cyclotouristes, tu sais, qui vont à 15-20 à l'heure. Les mecs, ils vont à 40-50 à l'heure quand même, globalement, donc c'est Bah, une c'est énorme ça. mise en danger. Et je comprends on n'apprécie pas des coureurs, voilà, nous on a tous des coureurs qu'on n'aime pas, mais jamais ça nous viendrait à l'idée d'aller, leur cracher dessus, de leur lancer des trucs dessus. Et ça commence à être chiant parce que c'est quand même un truc de plus en plus récurrent ces dernières années. Il y avait eu aussi un bidon, d'urine qui avait été balancé sur David Gaudu sur le Tour 2023, il me semble. Donc, il y a c'est des gestes qui, sont quand même un peu anodins à la base, mais qui deviennent de plus en plus récurrents et ça commence à être sacrément pesant, que ce soit
pour les suiveurs comme nous et pour les coureurs également. Et ça va juste en fait inciter au fur et à mesure les organisateurs à soit limiter les personnes sur les bords des routes, voire même interdire en fait. Il y a ce genre de comportement dégueulasse qui se perpétue. Donc bon, faites pas ça quoi. Et C'est aussi le fait que le vélo, c'est une course gratuite Ouais. et que aujourd'hui, par exemple, on peut le voir, enfin, moi je vais sur beaucoup de cyclocross. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de distance entre les coureurs et le public. Aujourd'hui, c'est quand même le vélo, c'est un sport accessible. Enfin, on peut fortement approcher les coureurs, etc., etc. Si demain, on veut pas que tout soit barriéré ou des zones qui soient vraiment interdites au public, bah, faut pas continuer comme ça. Sinon, on va droit dans le mur et un jour, on aura le droit à des barrières sur les secteurs de Paris-Roubaix et on sera loin du public, hein. Ouais, clairement. Et d'ailleurs, ça me fait penser, j'avais vu une interview de Van Der Poel sur l'équipe, il me semble, par rapport à ce bidon. Van Der Poel qui avait dit que surtout qu'il fallait quand même qu'on se rende compte que sans même parler, qu'il y a un coup on lui a craché dessus, parfois on l'a insulté. Il dit c'est des choses qui sont vraiment mauvaises dans le sport, ça c'est une Mm. chose, mais qu'il a expliqué que ce bidon qui s'est reçu, il était plein. Donc un bidon plein, ça pèse à peu près un demi-kilo. Donc là, en plus de rajouter quelque chose qui était pas sport, ça devient quelque chose de dangereux. Et il annonçait, il me semble qu'il comptait porter plainte Ouais. contre cette personne. Et bah franchement, j'espère qu'on retrouvera la personne qui a fait ça, hein. On va dire en fait que là, on a le droit. Il y a un jet de bidon sur la personne la plus agile et la plus technique du vélo, enfin du cyclisme actuel. Ouais, clairement. Aujourd'hui, il arrive à tenir sur son vélo. Tu as quelqu'un qui a le cœur dans la boîte à gants, qui est moins agile sur son vélo. Il prend le bidon dans la tête, il perd le contrôle sur son vélo sur les pavés. Ça peut taper un enfant qui est sur le bas-côté, hein. Enfin, au bout d'un moment, les gars, faut être responsable un peu, quoi. Ouais, clairement. Sans parler aussi derrière du préjudice pour les coureurs qui derrière, ça se trouve, la saison, elle est compromise pour de longs mois, etc. Enfin bref, donc voilà, c'était à peu près tout pour le coup de gueule. Donc là, on va passer sur la course. Franchement, ça a été une course quand même assez mouvementée. Il y a eu quand même pas mal de chutes au début, hein. Alors, c'était pas des grosses chutes, mais on avait quand même des petits coureurs par-ci, par-là. On a eu Mohoric, malheureusement, on a eu Stuyven également. Je crois il y a Pity aussi qui a pris une sale gamelle. Philipsen Euh, qui est tombé juste avant Troisville. ouais, t'as Ghana qui est pas chuté, mais qui a eu des problèmes mécaniques dès le premier ou deuxième secteur pavé, qui a été en chasse-patate pendant 40 bornes. Enfin, c'était quand même un début de course enfin, assez agité, assez surprenant également, puisque bon, derrière, on a vu les Lidl notamment qui ont quand même embrayé, entre guillemets, assez rapidement pour forcer notamment Philipsen et Ghana à faire des efforts supplémentaires. Et bon, bah derrière, ça a été. Il y a rapidement eu les attaques successives, notamment il y a eu Pedersen, il y a eu Pogacar, etc. Il y a aussi eu quelques attaques de Van Der Poel. Mais rapidement, ça s'est quand même isolé avec Van Der Poel, Pogacar, t'avais Philipsen. C'était qui les deux autres? C'était Pedersen et Van Aert, non? Bissegger. Euh, Ah, Bissegger, voilà. oui, Pardon. Bissegger, c'est vrai. Donc, T'as Bissegger. Euh, Et je voudrais juste revenir, si tu parlais des chutes là. ouais. Je veux tirer mon chapeau à Behrens, qui a fait un beau soleil quand Segart il passe du bas-côté Hmm, sur le pavé. Il a fini Roubaix, ouais. hors délai, mais il a fini. Et ça, je trouve ça que c'est vraiment un peu une âme de guerrier et que c'est vraiment Hmm, une très belle image. ouais, franchement, c'est impressionnant, surtout que Nikias Behrens, donc pour ceux qui connaissent pas, champion du monde U23 l'année dernière, hein. Donc ça veut dire que c'est un coureur qui est vraiment jeune et qui faisait sa première participation sur le Paris-Roubaix en World Tour, hein. Donc ça rajoute encore quelque chose un peu en plus. Ça veut dire que il s'est vraiment donné à fond. C'était sûrement un de ses rêves. Donc c'est un coureur, je pense qu'on pourra d'ailleurs voir les prochaines années, hein, parce que je pense que Paris-Roubaix, c'est une course qui lui convient plutôt bien. Donc j'ai hâte personnellement de le revoir les prochaines années sur Paris-Roubaix ou sur d'autres courses flandriennes. Ouais, ouais. ben, non, voilà, je voulais juste tirer mon coup de chapeau. Moi, je l'ai vu passer dans mon Saint-Pével. Il était quasiment devant la voiture balai. Il était tout seul, vraiment tout seul, on va dire. Enfin, Hmm, faut se dire que derrière, les mecs, en fait, quand ils passent, quand ils sont devant la voiture balai, ils ont plus de voiture d'équipe. C'est-à-dire que s'ils crèvent ces voitures balai et qu'ils ont plus de ravitaillement, en fait. Enfin, faut se rendre compte que on voit que nous la course à la télé, que la tête, mais derrière, il y a toujours les coureurs qui sont là et qui finissent hors délai et qui veulent vraiment finir leur Roubaix, en fait. ouais, clairement.
C'est des belles images aussi. Là, j'ai vu, il y a le frère de Tom Pidcock, Joseph Pidcock, qui lui, par exemple, finit à plus de 53 minutes, mais finit quand même la course. Enfin, voilà, c'est avant tout. C'était Ouais, le dernier en course. C'était vraiment le dernier devant la voiture balai, ouais. pas la voiture balai était juste derrière lui, quoi. Ouais, et c'est vraiment quand même des belles images aussi de dépassement de soi, etc. Puisque bon, une course, il y a toujours qu'un vainqueur, mais derrière, l'important sur des courses comme ça, c'est aussi de les finir, vu la difficulté en plus que c'est et tout ce que ça représente, c'est quand même toujours assez génial de voir ces coureurs aller au bout d'eux-mêmes. Mais voilà. Pour revenir un peu au résultat final, on aurait dû avoir quand même un duel un peu plus long. Malheureusement, il y a quand même Pogacar qui fait son erreur dans le virage et qui derrière chute, plus problème au niveau de sa chaîne, plus derrière un changement de vélo qui prend 3 plombes. Donc ça a un peu gaspillé tout le suspense. Moi j'ai vu sur le Discord notamment avec Anto qu'il y en avait quand même qui regrettaient que ce soit encore une fois Van Der Poel qui gagne. Moi je dois avouer quand même que ça me fait plaisir dans le sens où des mecs comme Pogacar qui sont favoris à chaque course, peu importe le type de course, c'est quand même assez chiant. Moi, je suis content quand même de voir un Van Der Poel. Alors oui, c'est redondant, mais ça reste quand même un pur spécialiste. C'était un mec en gros aussi hors flandrienne et peut-être aller les courses d'un jour type championnat du monde, etc. Sur les courses par étapes, sur les grands tours, tu le vois pas en fait. Et moi, ça me fait un peu plaisir de voir qu'on a toujours un peu ce genre de coureurs qui sont spécialisés sur un truc, qui ciblent très bien leurs objectifs et qui vont les chercher plutôt que de voir des mecs comme Pogacar aujourd'hui, comme Van Aert 2020-2023, qui en fait dès le départ d'une course, on peu importe le profil dans les outsiders à minima, si ce n'est les favoris. Et moi je trouve ça quand même à chaque fois quand même très bien d'avoir ce genre de spécialiste qui remporte les courses. Je sais pas ce que vous en pensez vous. Moi, je Ouais, vais peut-être franchement, émettre ouais, vas-y. un débat ou un sujet de discussion, vraiment avoir l'avis des gens. Est-ce que vous pensez pas que Van Der Poel veut devenir le roi unique des Flandriennes? C'est-à-dire battre Ponen, battre les grands noms, pour qu'on dise le roi flandrien, c'est Van Der Poel. Moi, franchement, je serais pas du tout étonné parce que, bah, comme tu l'as dit, Yorick, on voit que Van Der Poel, on l'a jamais vu trop performer sur les courses d'une semaine ou sur les grands tours de 3 semaines. Donc, c'est sûr que s'il décide de autant se concentrer sur les Flandriennes, il va pouvoir dépasser des records, hein. Et puis, bah, c'est d'ailleurs assez normal parce que bah, maintenant, il va avoir 3 Roubaix et 3 Tours des Flandres. Donc, franchement, c'est impressionnant. Donc, pour moi, il peut devenir, comme tu dis, le roi des Flandriens. Après, est-ce que c'est vraiment son objectif? Bon, je pense que oui. En tout cas, il y a déjà pensé à minima. Bah, on peut comparer un peu. On prend l'exemple du cyclocross, enfin, les meilleurs champions du monde. Aujourd'hui, il a égalé le recordman. Il peut le doubler l'année prochaine. Et là, en fait, on se dit juste qu'il lui manque un Tour des Flandres et il devient le plus grand vainqueur du Tour des Flandres. Et aujourd'hui, il a égalé Moser, qu'il a gagné 3 fois de Mm. suite. Et on va dire que s'il gagne l'année prochaine, bah, ça sera Van Der Poel qui a gagné le plus de fois à Roubaix d'affilée. Alors oui, Ouais. il va lui manquer des Roubaix, mais enfin, on va Ouais, la dire qu'il carrière, là, elle est encore longue, surtout à ce niveau-là, parce que t'as pas l'impression qu'il y a un quelconque déclin, hein. C'est peu importe, chaque année, t'as l'impression qu'il est encore plus fort. C'est et surtout que moi, Ouais. de mon propre avis, je pense que la semaine dernière, on n'a pas eu un Van Der Poel à 100%. Aujourd'hui, je ne saurais même pas te dire s'il était à 100%. Pour moi, il était pas aussi fort que l'année dernière. Si on a un Mathieu à 100%, je pense, même la semaine dernière, je pense qu'il peut suivre Tadej sur les Flandres. Ouais, Oui, bon, je suis vraiment d'accord. la semaine dernière, il paye quand même son placement un peu dégueu où à chaque fois il doit faire des efforts de malade pour revenir. Mais pour revenir à ta question, moi je suis totalement d'accord, surtout que quand tu regardes le ronde, sa pire place c'est quatrième, hein, et il en a fait combien des rondes? Il en a fait 7. Le C'est mec a fait incroyable, quand même. 7 Tours des Flandres, sa pire place c'est quatrième, et c'est sa première participation. Et depuis c'est que podium. Tout le temps podium. Premier, deuxième, troisième, il y a que ça. Roubaix, c'est pareil. Sa pire place, c'est neuvième. Enfin, je sais pas. Genre et quand tu regardes, tu peux comparer parce que moi j'avais regardé par curiosité la dernière fois avec Cancellara et Boonen. Enfin, tu regardes aussi eux les Tours des Flandres, des Paris-Roubaix, il y en a quand même un paquet où aussi ils passent à travers, tu vois. Lui, il est quand même en Oui, train de mettre la barre à un niveau de régularité. C'est du jamais vu en fait. Malgré il est Cancellara et toujours Boonen, présent, en fait. c'est comment t'expliques Faut- enfin, il a quand même là avec Paris-Roubaix, ça fait 5,
le Ronde, il en a 7, c'est-à-dire que sur 12 monuments flandriens, il est jamais sorti du top 10, hein. Et je pense qu'on se Et rend pas assez compte. est-ce qu'il est déjà sorti d'un top 10 de Roubaix et des Flandres? Aucun. Je ne crois pas. Sa pire place, c'est Paris-Roubaix. Attends, je te dis ça. Il y a Paris-Roubaix 2022, il fait 9e. Les Voilà. Flandres, là, quand il fait les Flandres là, et qui tombe là, en bas du Couarmont, là, Bah et qui Il fait 2018, a plus d'une quatrième. minute, 4e. il fait quatrième. Ouais. Oh, c'est quand même fou. Enfin. Mais tu vois, c'est là où, malheureusement, il y a un fossé qui s'est créé un peu à l'époque avec Van Aert, parce qu'à l'époque, c'était vraiment le duel tant attendu. C'est que Van Der Poel décide de ce qu'il veut, de ce qu'il veut faire comme course, alors que Van Aert était là aussi pour épauler un Ouais, Vingegaard et un Roglic à l'époque sur les grands tours. ouais, C'est c'est là où la ça. différence, elle s'est faite, quoi. Ouais, clairement. Et c'est clair que lui, il a aussi la chance d'avoir une équipe qui, grossièrement, les grands tours, vise les sprints. Le reste, ils en ont un peu rien à péter. Les classements généraux, etc. Alors que, comme tu as dit, bah, Van Aert, on se rappelle son année 2022, mais Van Aert, il a aussi quand même dû préparer un Tour de France 2022 où il devait être là en montagne. On s'en a juste à se souvenir de son relais de fou qui fait péter Poga à Otakam. Donc, Takam, Ouais. Donc c'est clair que c'est aussi là-dessus qui prend le dessus, mais je pense, franchement, après c'est que mon avis, hein, mais je pense que Van Der Poel c'est déjà le plus grand coureur de classique flandrienne de l'histoire pratiquement, hein. Parce qu'arriver bon, à un tel niveau, il lui manque comme quelques rouées, hein. ouais, mais il y a une régularité, enfin, il y a quand Oui, même non mais 12 oui. monuments, tu sors pas du top 10. Ouah. Non mais oui, Moi, je mais il faudrait même suis. regarder Et il y a que si deux un fois, hein. Bonnen, Et il y a que si un deux Bonnen a fois. gagné autant de 3. Il y a que 2 fois, par exemple, sur les monuments où il sort du podium, hein. C'est-à-dire que il y a sur les 12 monuments, il y en a 10 où il est podium. Ouais, franchement, c'est vraiment impressionnant. Et tu disais peut-être le plus grand coureur de classique de l'histoire flandrienne. Et en tout cas, je pense qu'on peut dire que il y a peut-être débat pour le moment. Mais bon, je pense que d'ici 5 ans, je suis pas sûr qu'il y ait encore débat, franchement. Ah oui, Bah, en mais fait, ça, Et c'est que tu te dis qu'aujourd'hui, si t'as pas Van Der Poel, Pogacar gagne les 3 premiers monuments, ouais, clairement. ouais, quasiment. c'est sûr. Bon, il y a Ghana qui fait 2 à San Remo, mais est-ce que Ghana arriverait à suivre si Van Der Poel n'était pas là sur Non, non, Milan-San non. Remo? On va pas refaire l'histoire, mais s'il n'y a pas de Van Der Poel aujourd'hui, Pogacar gagne les 3 premiers monuments de la saison. Et Ouais, et ça, c'est. on parle souvent des 6 fantastiques, mais il y en a quand même 2 qui sont au-dessus. La preuve, c'est Pogacar et Van Der Poel, hein. C'est ça, je Ouais, crois que c'est 12 des 14 derniers monuments. Il y a juste Remco qui est venu en chipper. Et Ouais, et puis c'est. t'as des Milan-San Remo entre Moritz et Philipsen aussi. Oui. Et c'est quand même incroyable le niveau des deux. J'ai été assez étonné du niveau de Pogacar aujourd'hui sur Roubaix. Je cache pas que je faisais un peu partie des personnes qui pensaient que ça allait être un peu compliqué parce que quand je voyais un peu les vidéos qui passaient, je le trouvais pas forcément à l'aise sur le vélo avec ses changements de position de main Mm. sur la trouée, par exemple, qu'on avait eu la vidéo de Wellens. Enfin, mais on peut voir que techniquement, il est quand même excellent, même s'il fait une faute dans le secteur de Pont-Thibault à Envelin. Il arrive beaucoup trop vite dans le virage. Avec le vent portant, je pense que ça n'a pas forcément non plus aidé. Mais enfin, pour moi, Ouais, je mets une pièce sur qu'il le gagnera un jour, c'est sûr. ouais, c'est sûr. Bah, et surtout, il faut l'expérience aussi, voilà. Enfin, c'est comme son premier Tour des Flandres, il fait 4e, alors qu'il est techniquement en train de jouer la gagne avec Van Der Poel, mais ça, tu vas voir, là, l'erreur, elle vient du fait que, bon, t'as un manque d'expérience, alors que Van Der Poel, lui, il le connaît par cœur, le circuit. Lui, il y a pas à douter, lui, c'est ce qu'il faut faire, etc. Sachant qu'en plus, t'as aussi des conditions un peu cheloues aujourd'hui, c'est-à-dire où il a plu, donc c'était un peu sec, mais en même temps humide à certains endroits, donc c'était aussi assez compliqué. Mais en tout cas, c'est Ouais, clair que il fait une très très grosse course, Pogacar également, hein. c'est sûr que c'est vraiment une grosse course de sa part. Et moi, je suis assez d'accord que je m'attendais un peu moins de lui. Et d'ailleurs, si je vais parler d'un autre coureur, en plus de Van Der Poel et Pogacar, je vais vous demander votre avis. Pour vous, si Pedersen n'avait pas crevé, est-ce qu'il aurait réussi à suivre Pogacar et Van Der Poel? Un temps, oui, mais je pense sur le long terme, il aurait pété. Je suis plutôt d'accord avec ça. Mais ça aurait été, j'aurais bien aimé Hmm. voir à quel niveau il se serait situé. J'aurais bien voulu voir. Alors moi, le truc que j'ai pas forcément vu à la télé, que je vais regarder ce soir, parce que vu que j'étais sur secteur,
J'ai pas vu Philipsen, pourquoi est-ce qu'il avait pété à la roue Ah, ou... il pète aux jambes, c'est les jambes qui pètent. Ok, c'est les jambes qui pètent. Ah ouais. Pedersen, je pense qu'il y a un moment où ça aurait un peu craqué. Euh, et même si je pense que moi je mettais plus une pièce sur Wood aujourd'hui. Enfin, on va dire, je Mm. m'attendais à un Wood plus fort. Mais j'ai vite compris qu'il gagnerait pas. Je sais pas si vous avez eu à peu près le même ressenti que moi. C'est que quand il rentre dans la trouée, il est 3/4e et Mm. on voit qu'il perd ses places, Ouais, ouais, qu'il a ouais, peur ouais. de mettre des petits coups d'épaule pour dire bah, je vais garder ma place. Il laisse ses places en fait. Enfin, il descend à la sortie de la trouée, il est lâché quoi. Et Ouais, il c'est là où je me Ouais, domine. suis c'est dit, ça. c'est Mm. là où tu te rends compte que Wood, c'est plus le Wood de l'époque où à l'époque il avait pas peur d'être là. Après aujourd'hui, il a commencé, enfin il y a des enfants, etc., etc. Il va pas prendre les mêmes risques. Mais c'est là où moi je me suis dit Wood est très fort. Mais par contre, il y a comme à ce niveau-là le problème, c'est que bah, le placement, malheureusement. Pourtant, j'ai trouvé qu'avant la trouée, il courait super intelligemment parce qu'on l'a pas vu et il a jamais Ah, fait il était un peu l'effort de loin quand trop. même. Il était quand même un peu loin. Je pense qu'il y a aussi quelques petits efforts superflus, puisqu'il y a un moment où c'est les Lidl qui font le tempo, notamment, où il est quand même assez en queue de peloton, où ça arrête pas de s'étirer, tu sais, de faire un peu le yo-yo. Je pense que Mhm. à ce moment-là, il y a aussi quand même pas mal de petits efforts un peu inutiles, sachant que le collectif Visma aujourd'hui, bah, hormis Brennan, c'était pas bon. Bah, Donc, il a pas été je aidé, voulais, je mais voulais vous laisser finir sur Wood et je voulais tirer un petit coup de. Je vais vous laisser finir sur Wood et après je vais laisser je vais mettre un petit coup de chapeau sur Brennan. ouais, ouais. Bon, en tout cas, ouais, t'en as dit dans la trouée d'Arambert, de toute façon, on voit aussi, c'est même pas forcément le placement, mais à la fin, tu vois, ici, il y a un petit écart qui se creuse, mais à la pédale, en fait, puisque bon, bah, il est un peu un cran en dessous. Peut-être il était diminué aujourd'hui, je sais pas trop pour être Ah, honnête, mais bon, on voit la différence quand même de niveau. C'est plus le grand Wout comme l'an passé ou il y a 2 ans, où tu dis, ouais, c'est un candidat ap- au podium, s'il n'y a pas une crevaison, ça passe. Là, il y a un petit monde, mais il y a quand même un monde d'écart entre Pogacar, VDP et Wout van Aert, hein, malheureusement pour lui. Après, il faut se dire aussi que psychologiquement, la trouée, il y a peut-être eu un truc psychologique parce qu'il faut noter que jeudi, pendant la reco, il a failli vraiment se viander et Ah ouais, ouais, ouais. limite ne pas être au départ. Peut-être que lui aussi, dans sa tête, il y a eu un truc de dire faut pas que je me loupe parce que bah, à tout moment, je peux valdinguer, quoi. Enfin, Ouais, clairement. malheureusement, ce truc psychologique, je pense qu'on est tous dans le vélo. Enfin, si on est tous sur le vélo, on l'a à ce moment-là. Enfin, t'y penses à ce truc que t'as failli te viander 2 jours avant sur la trouée, quoi. Ouais, clairement. Ouais, et encore plus, je dirais que, comme tu l'as dit, bah, Van Aert, il fait aussi les grands tours et tout. Donc lui, s'il va le dingue maintenant, tout le reste de sa saison, elle est à plat. Ou contrairement à Van Der Poel, elle est vraiment axée sur les Flandriennes. Donc bon, bah, c'est sûr qu'il a peur de tomber, normal. Mais je pense qu'il n'est pas dans le même état psychologique, Van Der Poel. Il se dit, là, bah, de toute façon, après ça, c'est le plus gros événement de ma saison qui est passé. Parce qu'en plus, il a annoncé qu'il ferait pas les championnats du monde, il me semble. Ouais. Donc je pense qu'il est même pas dans le même état psychologique que Van Der Poel à sa place. Oh bah là c'est rideau pour Van Der Poel. Là il va juste aller faire un grand tour pour faire le poisson pilote de Philipsen ou de Groves. Et après c'est fini, hein. Lui il s'en fout. Sa saison elle est réussie dans tous les cas. Bon, de toute façon, on sait Ouais, tous que c'est demain, sûr. il va aller faire une petite partie de golf. Là, on va le voir sur ses stories Insta, tranquillement. Mais ouais, Ouais, non, je voulais tirer, par contre, du coup, si vous avez terminé, un coup de chapeau bah, au petit Brennan, parce que il a été là. Alors oui, par contre, sa place, elle est anecdotique, mais enfin, pour un coureur de 19 ans, faire 270 bornes, sans passer par la case Paris-Roubaix Espoir, je crois, c'est quand même incroyable. Et il faut noter que sur toute la première partie de course, il est placé dans les 10 premiers à chaque fois. Ouais. Moi, franchement, ouais, il c'est m'avait sûr déjà assez que épaté sur Tour des 100 communes et Grand Prix de Lillers. Il m'avait encore plus épaté, c'était sur le Grand Prix de Denain. Il a été assez étincelant sur la première étape du Tour de Catalogne, là, en revenant sur Tibor del Grosso. Et là, enfin, tu le vois, il n'y a pas peur, quoi. Enfin, Ah, c'est il une sait se pépite, hein. placer. Va falloir faire attention quand même à ce qu'ils ne prennent pas la place de leader sur un Roubaix dans quelques années, quoi. Ouais. Bon, de toute ouais, c'est façon, sûr ça que c'est l'avenir. ça peut vite arriver. Et bah d'ailleurs, tu disais coup de chapeau à Brennan. Et moi, s'il y a deux personnes aussi quand même qui m'ont impressionné, c'est Johan Rutsch et Marcus Solgaard. Parce que je trouve quand même qu'on se rend pas compte à quel point
après partir en échappée matinale, réussir à s'accrocher à un groupe comme ça avec Stephen Bisseger, et même Fred White et tout, j'ai vraiment trouvé ça impressionnant de sa part. Et franchement, je me suis dit, mais comment est-ce que c'est possible que eux deux ils soient encore là après avoir fait toutes ces bornes dans l'échappée matinale? Ouais, c'est le scénario annuel. À chaque fois, entre guillemets, on a toujours deux trois mecs de l'échappée matinale qui font une masterclass et qui réussissent à gratter un super résultat. Cette année, c'était Houlgard et Roach. Donc ouais, c'était assez impressionnant. Moi, pour finir, on en avait parlé un petit peu juste avant, mais voilà, la Intermarché Monty qui, comme c'était quoi, il y a 2 ans ou 3 ans qu'ils avaient fait une masterclass, je crois, avec Tom De Vrient, etc. Qui a encore 4 mecs dans le top 20. Donc c'est quand même assez fort, sachant qu'on sait que eux, leur début de saison a été très compliqué. Ça a pris beaucoup de temps avant de lever les bras. Là, c'est quand même énormément de points qui vont faire beaucoup, beaucoup de bien à l'équipe pour le reste de la saison et dans le maintien pour la licence en World Tour. Et après, moi, je vais aussi dire par rapport aux Français, où on s'attendait pas à grand-chose, mais je suis quand même déçu. Malheureusement, notre premier Français, c'est Florian Dauphin qui est 25e et Axel Huens finit 27e juste derrière. En plus, c'est leur premier Paris-Roubaix. Bon, c'est assez triste. Voilà, de dire qu'on n'est même pas top 20, c'est le jour et la nuit par rapport aux filles, quoi, j'ai envie de dire. Mais bon, on sait que voilà, avec l'absence de Laporte, Sénèche qui s'est fait la clavicule, je crois, ou qui s'est encore fait une grosse blessure, il n'y a pas de gros espoir et bah on est quand même un petit peu déçu pour être honnête, hein. Ouais, bah, moi je voulais Ouais, revenir juste je suis un peu d'accord. sur Intermarché, c'était en 2022 Mm. qui marche, qu'ils ont fait toutes ces places. Et sur nos Français, bah ouais, enfin, les deux premiers, c'est leurs deux premiers Roubaix. Après, en soi, c'est quand même des beaux résultats quand on voit un peu les noms devant. Dans les années futures, enfin, c'est des coureurs très jeunes. Florian Dauphin, enfin, très jeune, il y a 26 ans. Et Axel Luyens, il y a 23 ans. Du coup, 23 ans, il y a encore pas mal de Roubaix devant lui. Et aujourd'hui, ils sont venus un peu en apprentissage et peut-être que les années futures, ça sera peut-être mieux, on va dire. Bon, on l'espère en tout cas pour eux. Et on l'espère en tout cas. Et en tout cas, enfin voilà, oui, on aimerait bien une fois, un jour, revoir un Français gagner Roubaix. Mais je pense que, enfin, ça va être une période longue. Ah bah c'est comme pour le tour, Et hein, oui, bah, c'est long, hein. je suis d'accord que je pense que ça va être une période longue. Et donc, d'ailleurs, je sais pas si vous avez suivi un peu, mais je pense qu'on peut juste dire un petit mot sur les courses espoir Mm. et junior. Et donc, bah, justement, je rebondis là-dessus, parce que si vous avez vu les classements, les Français n'ont pas trop été là. Alors, mieux que quand même en World Tour, puisqu'on a deux septièmes places, parce que si on commence par Paris-Roubaix Junior, on a Alban Picard qui fait septième en termes de Français. Mais sinon, les autres Français, on les retrouve vers la 20e, 30e place. Donc, c'est sûr Oui. que même là, c'est un peu plus compliqué déjà chez les juniors. Ben, en fait, c'est là où tu vois qu'il y a vraiment un cap entre les espoirs et les élites, parce que à titre comparatif, tu peux prendre l'année dernière un Eddy Le Huitous qui fait quatrième de Paris-Roubaix espoir, et aujourd'hui il est classé à plus de 200 places. Enfin, il y a vraiment un gap qui est quand même assez énorme entre les deux, et c'est pas parce qu'on gagne en espoir qu'on va forcément très bien figurer après en élite. Ouais. Oui, c'est sûr que on l'a vu en général. C'est parfois il y a certains espoirs, certains juniors qui sont très forts sur les pavés, mais on n'a pas encore vraiment de spécialité sur les pavés. Enfin, il n'y a pas vraiment de spécialité quand on est en junior, donc ça ne veut pas forcément dire. Moi, je pense par exemple à Mathis Grisel, c'était un Français en junior qui était à Decathlon AG2R qui gagne le Paris-Roubaix. Et là, ça fait 2 ans que je crois que sur les pavés, il est toujours bon, mais qu'il n'arrive plus à être exactement au même niveau qu'on pouvait attendre. Ouais, puis enfin, il était même pas là sur Paris-Roubaix Ouais, non, Espoir cette cette année, année. non. D'ailleurs, j'ai même été assez étonné de ne pas le voir dans la start list de Paris-Roubaix Espoir. Ouais, Mais ouais, moi aussi, franchement, et on a encore j'allais dire que franchement, sur ce Paris-Roubaix Espoir, on a quand même quelques Français. Bon, ok, on n'a pas de top 5, mais entre Elliott Boulet qui fait septième, quand même surtout à Mm. préciser que Elliott Boulet, il fait sa première année Espoir, donc il est encore vraiment jeune.
Donc pour moi, une 7e place en tant que première année espoir, c'est quand même franchement, Mmh. très acceptable. Et on a quand même d'autres Français avec, Emmanuel Oukou qui fait 9e, Maxime Descombes 13 et Antoine Lotte 15. Donc c'est sûr que, on va pas dire qu'on aura peut-être un Français qui va gagner dans les prochaines années, mais c'est quand même pas si mal. Ouais, clairement. Bon, du coup, on va finir la vidéo qui commence un peu à durer avec le Tour du Pays Basque. Bon, rapidement, Joao Almeida, c'est adjugé le général avec en plus 2 victoires d'étape. Il a fini devant Enric Mas et Maximilian Schachmann, qui lui s'était imposé sur le prologue, sur le chrono d'ouverture, pardon. Vous en avez pensé quoi, vous, de cette petite course espagnole Alors moi, pour être honnête, j'ai Bah pas trop suivi parce que j'étais totalement sur Roubaix avec les recos, et cetera, et cetera. J'ai juste vu les classements, finaux. Hmm. Bah, moi, perso, pour avoir un petit peu plus suivi, bon après, j'ai pas non plus pu voir toutes les étapes en intégralité, hein, bien sûr, mais j'ai quand même suivi un peu. Bah, j'étais assez content parce que en fait, au début, je vous avoue que quand j'ai vu le parcours, je me suis dit: «Oh, il a l'air d'être bof, on n'a pas vraiment d'arrivée en montagne, les étapes ont pas l'air d'être exceptionnelles». Et en fait, au final, totalement l'inverse pour moi, parce que j'ai trouvé que c'était souvent des scénarios assez ouverts, Hmm. où c'était des courses qui étaient difficiles, mais qui étaient pas spécialement non plus que pour les purs grimpeurs, parce qu'on a vu par exemple que Alexa Rambourou a fait beaucoup de belles places, avec aussi une 2e place de Romain Grégoire. Donc moi, c'est une course que j'ai appréciée, parce que c'était des scénarios qui étaient un peu différents de ce qu'on avait à l'habitude, Hmm. et aussi justement de dire bah, que là, on n'avait pas de superstar, on n'avait pas Roglic, on n'avait pas Vingegaard, on n'avait pas de Pogacar. Je trouvais que c'était sympa de voir un peu un Almeida pouvoir gagner avec un peu à la lutte avec un Lipovitz, un Skelmose ou encore un Henrik Mas. Ouais, bon, t'as tout dit. Moi, je vais dire quand même un gros big up à Alex Aranburu, qui a quand même été monstrueux sur cette semaine. Il y a que le chrono d'ouverture où, en gros, il fait, je crois, 68e, un truc comme ça. Et après, sur toutes les autres étapes, c'est top 15 minimum. Moi, il m'a impressionné, surtout sur l'étape qu'il est allé chercher. Franchement, je me disais, ah ouais, quand même, 2 kilomètres, je crois que c'était 12% la côte à la fin. Je me suis dit, ah, ça va être peut-être un peu dur. Et au final, tu vois que c'est limite le plus fort. Et derrière, le jour d'après, c'est pareil, il est monstrueux. Franchement, c'était incroyable. Grégoire qui a quand même été pas mal, qui a été bon, mais je pense qu'il y a quand même eu le petit contre-coup de l'affaire de l'étape 3, justement, où en fait, il est déclaré vainqueur, puis au final, Aranburu récupère la victoire. Enfin bref, voilà. Enfin, moi, et derrière, juste pour finir, c'est un peu chiant parce que j'ai trouvé que en fait, j'adore moi cette course où un peu c'est vraiment plein de petits cols assez pentus, comme tu l'as dit, c'est super ouvert. C'est toujours un vrai plaisir, ça prépare de fou pour les Ardennaises, ça. Et j'ai trouvé ça quand même vachement décevant que l'organisation, je crois que c'est par 2 fois, fasse un peu n'importe quoi. Avec Aranburu qui au final qui est déclassé, mais en fait il respecte le roadbook, mais l'organisation au dernier moment dit bah non, le rond-point il est à gauche, et déclare du coup Grégoire vainqueur, puis au final 3-4 heures après elle dit ouais non en fait Aranburu il gagne avec l'UCI. Et après c'est pareil avec Guillaume Martin qui chute sur la dernière étape, je crois 3 km. Et au début, on lui dit, bon, c'est pas grave, t'es dans les temps du groupe dans lequel t'étais. Et puis après, le lendemain, ouais, non, en fait, non, tu finis 12e, t'es pas dans les temps. Je trouve ça un peu dommage, c'est pas digne du World Tour, je trouve. Pour moi, c'est des choses qui devraient pas avoir lieu, surtout à ce niveau-là, en tout cas. Faut un peu voilà, quelque chose de clair, de consistant, sur lequel qui soit fiable, en fait, et qu'on soit pas toujours en train de te dire, ah ouais, mais ok, ça peut être ça, mais ah, attention, parce que peut-être ça va revenir demain. Enfin voilà, je trouve ça a un peu gâché cette semaine. Mais globalement, ça a été quand même une très belle course, j'ai trouvé. C'est sûr Ouais. que ça aura été une belle course et je suis d'accord avec toi. J'espère qu'il y aura une amélioration de l'organisation au cours des prochaines années. Parce que c'est sûr que, comme tu as dit, pour un Guillaume Martin, c'est même Romain Grégoire, ça doit quand même mettre un peu un espèce de petit coup au moral de se dire ah bah, c'est quand même dommage. Et d'ailleurs, je rajouterais juste rapidement qu'on a eu quand même un plutôt beau tour français, même si on n'a pas des places exceptionnelles, donc avec un top 10 de Guillaume Martin, une 11e place de Clément Poussin et Non, 12e de Clément Berthet, qu'on a beaucoup vu. justement, Guillaume Martin, il Ah passe oui, de la non, 8e à la 2e place, et c'est Champoussin qui oui, fait ouais. 10e du coup.
Donc bon, j'ai échangé, mais voilà, enfin, on va dire qu'on a beaucoup de Français aux alentours de la 10e place, que j'ai trouvé qui a été assez solide, comme un Jordan Gega qui termine 14e. Et la petite note aussi pour les jeunes Français qu'on découvrait un peu au niveau World Tour avec Brio Roland et Léo Bizio, Mm. terminent tous les deux 22e et 25e, donc que je trouve assez satisfaisant pour une découverte. Ouais, clairement. Sachant que voilà, Berthet, il a fait un sacré numéro sur l'étape 3 notamment. Bisio était super bien aussi sur l'étape 3. Mais c'était une belle semaine de leur part. Et puis enfin, voilà, juste un dernier mot sur Thibaut Nice, qu'on a tous vu Ouais, très c'est ce que beau j'allais dire. après son Grand Prix Miguel Mm. Indurain. Et au final, on l'a pas vu de la semaine. Enfin, je crois il y a à peine un ou deux top 20, même pas. Euh, C'est ce que j'allais dire quand je regarde les résultats. ouais, Celui peut-être qui je dois sortir un peu décevant, c'est Thibaut, avec le numéro qu'il a fait au Grand Prix Indurain. Moi, je le voyais, enfin, quand je voyais le roadbook, je me suis dit, mais il va claquer au moins 3 étapes pareil, pareil. au Pays Basque. Et on voit qu'il fait que 14 et 15 les 2 derniers jours. Franchement, un peu décevant, mais je pense que là, les 2 prochaines semaines, je pense qu'on va le voir. Ouais, puis après, faut aussi qu'on se rappelle, c'est le début de saison. Il a vraiment juste repris au Grand Prix Miguel Indurain, donc forcément, faut aussi que le rythme revienne. Mais c'est clair qu'il y a quand même une belle carte à jouer sur les Ardennaises à venir. Bon, bah en tout cas, on a fini la vidéo. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à nous dire ce que vous avez pensé voilà, des différents Paris-Roubaix, du Tour de Pays Basque, etc. Et puis on se retrouvera la prochaine fois pour les Ardennaises. Salut les gars! Salut les gars. Salut, ciao.